Il y a deux traits que les psychologues du monde entier ont liés à un meilleur niveau de vie global. Le premier est l'intelligence, mais malheureusement, on est toujours assez perplexe vis-à-vis de comment l'augmenter. L'autre trait est le thème d'un livre fascinant qui s'appelle Willpower. Willpower peut avoir plusieurs traductions, le self-control, la volonté, la discipline ou encore la motivation. C'est une qualité que nombre d'entre nous convoitent puisqu'elle est vue comme cette force mystérieuse qui détermine le succès d'un individu. Alors, Willpower n'est pas un bouquin de développement personnel, je ne vais pas vous gonfler avec des rengaines fades comme la réussite appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un livre de psychologie qui examine scientifiquement la volonté et a réalisé toutes sortes d'études pour étayer son argumentaire. Alors pourquoi ça devrait vous intéresser? Eh bien parce que le self-control est synonyme de retardement de la gratification, le fait d'accepter d'endurer le travail sur un projet qui mettra du temps avant d'aboutir et de nous apporter de la satisfaction. Sur une série d'études qui se sont étendues sur plus de 20 ans, on a pu observer que les enfants qui arrivent le mieux à retarder la gratification étaient en moyenne de meilleurs élèves. Une fois adultes, ils étaient plus susceptibles de décrocher le meilleur job, d'être plus athlétiques, de manger plus sainement, de mieux gérer leur argent et étaient en général plus heureux et épanouis. Voilà pourquoi ça devrait vous intéresser. Mais la discipline n'est pas un trait inné, aléatoire que quelques chanceux ont la chance d'avoir, c'est un trait acquis. Si vous n'êtes pas du tout de nature à retarder la gratification, c'est en partie de la faute de vos parents, mais aussi celle de votre culture. Aux États-Unis, par exemple, les parents d'origine asiatique sont réputés pour leur accent sur la discipline. Si vous écoutez certains de leurs enfants qui sont devenus comédiens, c'est plutôt clair qu'ils ont tout intérêt à devenir médecins ou avocats et être des virtuoses du piano à 6 ans s'ils ne veulent pas déshonorer la famille. Et ça marche! S'ils ne composent que 4% de la population totale des US, les enfants d'origine asiatique représentent plus d'un quart des étudiants des écoles les plus prestigieuses du pays. Mais avant d'aller trop loin, il faut comprendre que le self-control est une ressource limitée. On n'en a pas à l'infini. Imaginez que des chercheurs vous fassent participer à un jeu qui est impossible. Vous vous cassez la tête dessus pendant plusieurs minutes et au bout d'un moment, inévitablement, vous abandonnez. Eh bien, votre persévérance sur le dit jeu est relative au niveau de glucose que vous avez dans le sang. Quand des chercheurs observent plusieurs personnes sur ce même test, ceux à qui ils donnent des boissons sucrées persévèrent plus longtemps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps utilise du glucose pour ses besoins énergétiques, le fait de bouger, de faire de l'exercice, le fait de réfléchir et d'exercer notre self-control. Et quand cette énergie est basse, on est fatigué, on réfléchit mal et on manque de volonté. Tous sont liés et puisent dans la même source, si bien que si vous exercez votre volonté, vous pourriez bien être totalement crevé, tout en restant assis sur une chaise. Regardez par exemple les joueurs d'échecs, qui se retrouvent énergétiquement vidés après avoir joué quelques matchs compétitifs, assis confortablement. Mais notre self-control ne nous sert pas seulement à persévérer, il nous sert aussi à garder notre calme. Quand vous résistez à l'envie de vous prendre la tête avec un collègue ou votre partenaire, vous exercez du self-control. Et vous seriez peut-être surpris d'apprendre qu'on a observé qu'un nombre disproportionné de criminels étaient hypoglycémiques. Ils ont un taux de glucose anormalement bas. Une étude a même déclaré que presque 80% des criminels qu'elle avait observés étaient hypoglycémiques. Puisque le manque de glucose équivaut à un manque de self-control, il est logique qu'on soit plus susceptible de perdre notre calme et de commettre des délits. Et pour vous, mesdames, petit bonus, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les règles étaient propices à des sautes d'humeur, moments d'impulsivité et autres symptômes indésirables, c'est parce que quand votre corps crée des œufs, il puise dans vos réserves de glucose. Alors attention à ne pas confondre glucose et sucre. Le glucose est un sucre, mais quasiment tous les aliments qu'on consomme sont transformés en glucose par notre corps. Pensez-y, ça serait quand même tragique qu'on soit obligé de manger du sucre pour les gens qui essayent d'éviter de manger du sucre quand ils font un régime par exemple. L'action d'exercer notre volonté nous vide de notre énergie et en particulier l'action de prendre des décisions. Pour l'illustrer, les auteurs expliquent que quand on observe des cas de prisonniers qui font appel à leur condamnation pour être libérés, ces derniers ont 65% de chances d'être libérés si leurs cas sont présentés à un juge qui vient tout juste de finir un repas. Et 10% si les juges ont le ventre vide. Prendre des décisions demande de la volonté, et quand on n'a plus d'énergie, on a tendance à préférer prendre des décisions plus faciles. Un juge qui vient de prendre une tonne de décisions et s'est vidé de sa volonté trouvera plus facile de laisser un détenu en prison que d'analyser correctement son cas pour prendre une décision avisée. Alors vous pourriez vous demander, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que notre niveau de volonté est fixé une fois l'enfance passée? Eh bien, pour répondre à cette question, dans une étude, des chercheurs donnent à des étudiants des exercices qui les forcent à exercer leur volonté pendant plusieurs semaines. Après quoi, quand on leur fait passer le test du jeu impossible dont j'ai parlé plus tôt, ils sont bien plus susceptibles de persévérer qu'un autre groupe d'étudiants à qui on n'aurait pas donné d'exercice. Le self-control est similaire à un muscle, et le renforcer dans un domaine spécifique le renforce dans toutes les autres facettes de votre vie qui requièrent de la volonté. Le self-control, comme j'ai dit plus tôt, est l'un des traits de personnalité les plus convoités
notés et les plus reconnus par les psychologues comme bénéfiques pour votre carrière, votre santé et votre bonheur. Et c'est pas dur de comprendre pourquoi. Si vous travaillez plus, que vous résistez plus longtemps au sucre et que vous avez assez de self-control pour éviter de vous mettre en colère constamment, naturellement, vous allez avoir plus de succès, vous serez plus en forme physiquement et plus épanoui. Alors, que faire ? Eh bien, pour nous aider, les auteurs ont testé et trouvé un éventail de techniques concrètes pour améliorer notre self-control. 1. Manger équilibré. Vous pourriez penser que vous avez juste besoin de manger une tonne de sucre, mais ce n'est pas le cas. Vous avez tout intérêt à consommer des aliments sains, viande, poisson, légumes, etc., que de binger des canettes de coca ou des grosses fritasses. Si vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentiez ballonné après un repas, c'est majoritairement dû aux glucides comme les pâtes, le riz, les frites, et également dû au sucre raffiné. Personne n'a envie de travailler après s'être éclaté le ventre, et ça vient du fait que ces aliments provoquent une augmentation rapide du taux de glucose dans notre sang, suivie d'une chute brutale qui entraîne un pic d'énergie suivi d'un gros coup de fatigue. En mangeant sainement, vous assurez une répartition égale et plus longue du glucose dans votre système. 2. Établissez des routines quotidiennes, simples, comme 10 minutes de méditation, 10 minutes d'exercice ou 10 minutes de ménage chaque jour. Des exercices simples qui demandent de la volonté renforcent le self-control comme un muscle. Même quelque chose d'aussi simple que de se rappeler de se tenir droit quand on est assis peut avoir un impact sur d'autres facettes de votre vie. 3. Notre self-control est une ressource limitée, alors il faut choisir nos batailles. Si vous voulez arrêter de fumer par exemple, faites-le à un moment où votre volonté n'est pas déjà mise à rude épreuve par d'autres éléments stressants de votre vie. Évitez par exemple d'essayer plusieurs résolutions en même temps, comme arrêter de fumer, faire de l'exercice et apprendre un nouvel instrument. L'issue la plus probable, c'est de ne pas avoir la volonté nécessaire pour faire les trois, et du coup de tous les abandonner. Pensez par exemple aux tristement célèbres listes de résolutions de la nouvelle année. 4. Dans une étude réalisée sur des étudiants en train d'écrire leur thèse de fin d'année, les psychologues ont réalisé que l'écrasante majorité des gens se gourrent quand il s'agit de prédire leur performance. Ils pensaient mettre 30 jours pour la finir, mais 90% ont fini par mettre 2 fois plus de temps. Tout le monde se surestime et sous-estime le temps qu'un objectif prend à être atteint. Alors soyez vigilants à ne pas vous démotiver si vous n'atteignez pas des objectifs qui risquent fortement d'être irréalistes. 5. Dormez suffisamment. Simplement, un corps qui n'est pas assez reposé consomme plus de glucose. 6. Faites attention à votre environnement. Premièrement, résister à une tentation comme un cookie est plus facile si le paquet est au Monop plutôt que dans votre placard. Mais des chercheurs ont aussi réalisé que la propreté de notre lieu de vie avait un impact non négligeable sur notre motivation. Dans une étude, lorsqu'on teste la volonté de plusieurs participants, ces derniers sont plus susceptibles d'abandonner tôt s'ils passent le test dans une salle en désordre. 7. Une technique que j'ai commencé à utiliser est décrite par un romancier du nom de Raymond Chandler. Il explique que chaque jour, il réserve 4 heures pour écrire ou ne rien faire. En gros, il s'autorise à ne pas écrire, mais il ne s'autorise pas à faire autre chose comme sortir, boire un verre ou lire un livre. Il reste dans une pièce et s'il n'écrit pas, il pense. Là où je trouve que sa technique est très pratique, c'est que même si vous n'êtes pas en train de travailler sur un projet, vous risquez de vous ennuyer et de finir par le faire. Il appelle ça de la procrastination positive. Ça laisse une forme de flexibilité et donne un peu de temps pour réfléchir sans pour autant se flageller de ne pas être en train de travailler. 8. Traquez vos résultats. Dans mon cas, c'est un chronomètre sur mon téléphone qui compte les heures que je passe sur un projet et que je rentre ensuite dans un tableau. C'est une technique aussi très utilisée dans les régimes pour ne pas perdre la motivation puisqu'on peut très vite perdre conscience des efforts qu'on produit. 9. Récompensez-vous. C'est indispensable de ne pas voir cet effort seulement comme une torture. Oui, c'est quelque chose de très bénéfique pour votre vie, mais ces bénéfices peuvent mettre du temps avant d'être perçus. Temps pendant lequel vous pouvez vous démotiver. Vous récompenser pour l'effort fourni peut vous aider à être plus régulier. Et 10, bien sûr, lisez ce livre si vous le pouvez. J'ai tenté de résumer en 3 pages un livre de 300, donc j'ai évidemment omis tout plein de détails qui pourraient potentiellement vous aider. Et voilà, abonne-toi!